Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande session de journal télévisé, mais avant tout, le sommaire. Magasins et boutiques fermés cet avant-midi à Bunia. Les éléments de la milice Codeco ont fait leur entrée dans cette ville pour réclamer au gouvernement central leur prise en charge. Dans quelques jours, la rentrée parlementaire sera effective en RDC. La session de septembre est essentiellement budgétaire. Retour sur cette session de tous les enjeux. Gentini Ngobilambaka a reçu la délégation de musiciens et la famille de Feu Radjakula. Objectif, préparatif, obsèques de l'homme aux 6600 danses, décédé il y a quelques semaines à Nairobi. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonsoir. Et nous le disions dans le sommaire, dans quelques jours, la République démocratique du Congo va connaître la rentrée parlementaire qui sera essentiellement budgétaire. Mais au-delà du budget, plusieurs autres points seront abordés. Eric Izami revient sur les enjeux de cette session au sein du Parlement. La session ordinaire de septembre va débuter le 15 septembre pour se clôturer le 15 décembre 2020. Et les enjeux sont de taille. L'année 2020 devrait avoir un budget annuel de l'État évalué à 11 milliards de dollars américains. Mais avec la pandémie du coronavirus, le Trésor public congolais n'a pas engrangé des moyens tels que prévu. Et les autorités au niveau du gouvernement central espèrent rectifier le tir pour une bonne relance avec un autre budget voulu réaliste, cette fois-là en 2021. À l'Assemblée nationale, il y a plusieurs enjeux qui vont sous-tendre cette session. Il y a le poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale qui demeure vacant. Jean-Marc Akaboun est parti et depuis, Patricien Seya pourra probablement remplacer après vote s'il échec. Ceci fait que la session aura une connotation politique. En RDC, ce chapitre politique est dominé justement par les dossiers liés aux différentes réformes à apporter dans le domaine électoral. Le Parlement, en son temps, avait entériné, vous vous rappelez, Malonda Ngimbi Ronsard au bureau de la centrale électorale, CENI, dans acte. Mais une certaine opinion congolaise toujours estime que la procédure pourtant épuisée doit être reprise à zéro pour rechercher cette fois-ci un large consensus. La question de la paix, plus précisément dans la partie orientale du pays, devra être abordée pour la sérénité dans la marche de l'État. La paix permettra justement de produire et le coup dur infligé à l'économie nationale congolaise par la pandémie du coronavirus fera aussi que les politiques doivent s'attarder sur la nouvelle approche pour qu'en réalité, la relance véritable de l'économie nationale soit obtenue pour que le sol, finalement, puisse avoir réellement sa revanche sur le sous-sol. Ituri a connu une journée assez mouvementée. Les assaillants du mouvement ALC Codeco réclament leur prise en charge par le gouvernement central. Ils ont fait leur descente, leur entrée cet avant-midi dans la ville de Bunia. Des passages à la prison centrale, cette fraction de la milice Codeco a exigé la libération de leurs combattants arrêtés. Situation à la base d'une psychose dans toute la ville et ses environs. Les magasins et boutiques sont restés fermés. Tounine Solamesso est notre correspondant à Bunia. La ville de Bunia dans un climat non habituel dès les premières heures de ce vendredi 4 septembre 2020. Et pour cause, des assaillants du mouvement ALCC Codeco, signataires du récent accord de paix à Bédou et Zekere, viennent de faire leur entrée surprise dans la ville de Bunia, comme annoncé il y a quelques mois pour réclamer leur prise en charge par le gouvernement national. Bandage blanc à la tête, signe de paix, ces combattants en centaines ont pris d'assaut la prison centrale de Bunia. Du coup, l'objectif détourné. Sur place, ils imposent la libération des siens arrêtés lors des opérations. Face à face, forces loyalistes et assaillants, la foule venue pour la circonstance était obligée d'assister à un jeu de chiens et chats en plein centre-ville de Bunia. D'où les cris d'alarme des 7 habitants du coin. Que le gouvernement nous aide à finir avec ces phénomènes Codeco pour que les populations vivent en paix.
La réaction du gouvernement central viendra certes, mais le pire semble déjà arriver. À la question de savoir comment sont-ils parvenus à atteindre la ville de Bunia, la question reste pendante. Ce n'est qu'après un ravitaillement en vivres que ces miliciens sont retournés à leur position à Djougou. Juste après leur embarquement animé de quelques coups de balle, le vice-gouverneur a convoqué une réunion du comité provincial de sécurité à laquelle a pris part la délégation de la mission de pacification de l'Ituri. À l'issue de cette rencontre, une déclaration commune a été faite. Suivez. Nos forces de défense et de police ont agi avec professionnalisme de façon qu'il n'y a pas eu de perte de vies humaines dans la ville de Bunia. Et nous devons nous réjouir pour cela parce qu'il ne fallait pas qu'il y ait des dégâts, qu'il n'y ait pas de sang qui puisse couler dans cette ville. Deuxième élément que nous voudrions dire, c'est à l'endroit de ces miliciens de Codeco. Nous savons qu'ils sont venus avec des revendications. Ils sont venus réclamer la libération des leurs qui sont en prison et ils sont venus réclamer leur prise à charge. Nous avons été satisfaits du fait qu'ils aient accepté de sortir de la brousse, qu'ils aient accepté de commettre des exactions sur nos forces de défense, nos forces de police, sur la population civile, mais nous avons été aussi surpris de la manière dont ils ont voulu faire cette réclamation-là. La réclamation, c'est leur droit. La prise à charge, c'est leur droit également. Mais ce que nous avons déploré, c'est la manière dont ils l'ont fait. Raison pour laquelle nous voudrions tout simplement leur demander de procéder autrement la prochaine fois. Je crois que les choses peuvent aller très simplement et les choses peuvent être résolues très facilement au lieu de venir à grand nombre pour faire pratiquement la panique dans la ville. De retour à Kinshasa, la haute cour d'appel siégeant au degré d'appel a rendu son verdict dans l'affaire lieutenant-colonel Serge Mavinga et consort, accusé de non-dénonciation d'une infraction commise par un justiciable de juridiction militaire et meurtre. Elle a condamné le lieutenant-colonel Mavinga à 12 mois de servitude pénale principale et son garde du corps, Biavanga, lui, a écopé de la servitude pénale à perpétuité. Sylvain Kapombogo Sengele. Le président de la haute cour militaire, mon colonel. Après la prison délibérée de l'affaire lieutenant-colonel Serge Mavinga, appelant et consort devant la haute juridiction militaire le 11 août 2020, s'en est suivi du verdict de cette haute cour militaire sous la présidence du colonel magistrat Mukendi Chinza Freddy, condamné au premier degré à 30 mois de servitude pénale principale par la cour militaire de Kinshasa Matete pour non-dénonciation d'une infraction commise par un justiciable des juridictions militaires et détention illégale d'armes et munitions de guerre. Le lieutenant-colonel Mavinga a vu sa peine être réduite à 12 mois de servitude pénale principale par les derniers ressorts de la justice militaire. 10 ans droit confirme l'œuvre du premier juge en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne les peines prononcées contre les prévenus Mavinga et Biavanga. Et mandant quant à ceux, condamne le prévenu Mavinga Koum avec admission des circonstances atténuantes sous-indiquées à 12 mois de servitude pénale. Quant à son garde du corps, Biavanga Mboutanik, il a écopé de la servitude pénale à perpétuité, soit la prison à vie pour meurtre. Condamne le prévenu Biavanga avec admission des circonstances atténuantes sous-indiquées à la servitude pénale à perpétuité. Condamne chacun de ces deux prévenus au paiement du quart des frais d'instance, soit 50 000 francs congolais chacun. Lors de l'instruction, les condamnés Biavanga étaient passés aux aveux, reconnaissant avoir tiré les jours de faits à l'aide de son arme. C'est le président de la haute cour militaire.
Dans un autre chapitre, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tine Ngobila Mbaka, a reçu en audience jeudi 3 septembre une délégation composée de membres de la famille du défunt Rajakula et des artistes conduites par le président de l'IMICO, Verkis Kiamwangana. Les préparatifs de l'organisation des obsèques de 7 artistes musiciens a été au centre de leur entretien. Une fois de plus, retrouvons Sylvain Kapombo Bosengele. On ne les verra plus sur scène. Ces grands artistes musiciens, chanteurs et chorégraphes, auteurs de 6600 phases de danse dans la musique congolaise vers les années 90, Mbuta Muntu Rajakula avait rendu l'âme à Nairobi au Kenya le 19 août de cette année en cours, des suites d'une maladie. Dans les soucis de lui organiser des obsèques dignes de son rang, partant du rapatriement de sa dépouille mortelle à Kinshasa ce samedi, une délégation composée de membres des familles et artistes, conduite par Verkis Kiamwangana Mateta, président de l'Union des musiciens du Congo, a rencontré ce jeudi 3 septembre les premiers citoyens de la ville de Kinshasa, Jean-Tine Ngobila Mbaka. Ces derniers leur a promis son soutien indéfectible pour ce faire. Et la délégation s'en est sortie satisfaite. Commission Oyo Mokonzi Asali, Mutumoko ya famille, Mutumoko ya hôtel de ville, Mutumoko artiste. Donc, biso tozala donc ngai na famille na Mutumoko ya hôtel de ville. Vous venez à la biso que Rajakula sera décoré, l'artiste est possible en tout cas. Merci, monsieur le gouverneur. L'homme de 6600 phases de danse, débutant de l'orchestre Zaiko Langalanga, a beaucoup contribué dans l'aspect scénique dans plusieurs orchestres RD congolais, parmi lesquels Quartier Latin, Empire Bakuba, Victoria Eleison et Trio Majesty de Sosoliso. Dans le répertoire de ces danses, on peut citer Kitisela Yamata, Tora, Ndombolo et Mutukamone Noyo. Que son âme repose en paix. Sylvain Kapombo ne nous a pas lâchés. Il nous fait dire une fois de plus que le ministre provincial de la décentralisation, aménagement et tourisme, Didier Tinguetelito, a échangé jeudi à la salle polyvalente de l'hôtel de ville de Kinshasa avec le bourgmestre, chef des quartiers et des rues. Il a été question de connaître les différents problèmes de chaque commune. Suivez. Cette rencontre entre le ministre provincial Didier Tinguetelito et le bourgmestre est une prise de contact en vue de connaître les problèmes que rencontre chacune des communes de Kinshasa. Le tout entre dans ses attributions du ministre ayant en charge la décentralisation, aménagement et tourisme. Nous vivons tous dans des avenues, que ce soit des rues, dans des quartiers qui font partie des communes. Et évidemment, vous ne pouvez pas demander à une commune de se développer si elle n'a pas tous les moyens. Et vous savez que dans la politique même de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a consacré la décentralisation comme mode de gestion, et aussi au niveau de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, qui prône la décentralisation dans le cadre de la réussite de l'opération Kinshasa-Bopeto. Car les personnes qui sont concernées, ce sont des personnes qui se trouvent à la base, c'est-à-dire qui sont les bourgmestres. Donc il est important de connaître évidemment leurs forces, de les impliquer et de dire qu'ils sont incontournables. Et cela par rapport à toutes les choses qu'on leur demande. Cette réunion tournait évidemment en rapport avec cette prise de contact, mais aussi de les accompagner, d'être leurs ambassadeurs, leurs porte-parole par rapport à certains problèmes qu'ils expérimentent. Notamment dans le cadre des taxes qu'ils doivent percevoir, évidemment, des taxes qui sont d'intérêt, qui relèvent du pouvoir national, mais aussi provincial, mais aussi d'intérêt commun. Pour le ministre des tutelles, l'application des textes devrait se faire comme il se doit pour le développement de la ville-province de Kinshasa. Vous avez certainement vécu la psychose de la Covid-19. Il n'y a pas qu'elle qui tue. La malaria aussi fait des victimes. Partant de ce fait, le programme national de lutte contre le paludisme, avec l'appui de Sanrou, va procéder dans le prochain mois à la distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée à Kinshasa. Le PNLS, accompagné de Sanrou et la cellule d'appui au ministère de la Santé, a organisé un plaidoyer auprès des autorités de la ville de Kinshasa pour obtenir leur engagement pour l'accompagnement de cette campagne. Patricia Molingombolekune, Hugues Moussangilay. D'ici la fin de l'année, les ménages de la ville de Kinshasa vont recevoir de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée.
Pour ce faire, un plaidoyer a été organisé auprès des autorités afin de faciliter la distribution gratuite de ce moustiquaire à la population quinoise. C'est pourquoi le programme national de lutte contre le paludisme, avec l'appui de Sanru et la cellule d'appui au ministère de la Santé, ont rencontré ce jeudi 3 septembre 2020 la ministre provinciale de la Santé Bernadette Panzou, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa Godem Poi, ainsi que le gouverneur de la ville, représenté par son directeur de cabinet, Maître Freddy Bonzeke, pour remettre symboliquement ce kit de lutte contre le paludisme. Joris Likwela, gestionnaire de projet campagne, explique le bien fondé de ce geste. L'objectif que nous avions cherché à atteindre, c'est d'obtenir un engagement au plus haut niveau de la province pour l'accompagnement de cette importante activité que nous préparons, c'est-à-dire la distribution gratuite des moustiquaires empoignés d'insecticides à longue durée aux ménages de Kinshasa. Nous allons aller dans chaque maison pour déposer les moustiquaires à chaque famille. Et donc ça, c'est vraiment une dimension nouvelle. Donc les moustiquaires seront déployés jusqu'au niveau des avenues, auprès des chefs d'avenue, pour que ce soit le plus proche possible des familles. Et alors à partir de là, on va amener ces moustiquaires de porte à porte dans chaque ménage de Kinshasa. Les autorités de la ville sont favorables à cette action et promettent d'accompagner le PNLP et Sanru pour que tous les ménages de Kinshasa soient servis. La moustiquaire doit être distribuée gratuitement. Nous serons derrière les récoltes, derrière les médecins chefs de zone, les poursuivre pour que la distribution se fasse comme il faut. Rappelons que plus de 6 millions de moustiquaires seront distribués gratuitement. Tout en espérant que les provinces seront concernées également par cette distribution des moustiquaires. L'avenue Itela, récemment reconstruite par MW Afritech, a été remise jeudi 3 septembre à l'autorité provinciale, mais aussi 2 écoles, à savoir Epemolembe et Bonzinga, initiative du projet du développement urbain PDU. Nous sommes à Mbandaka. Roger Mazao Sukuma est notre correspondant. L'esplanade du marché central de Mbandakade a servi de cadre de la remise officielle de l'avenue Itela qui relie l'avenue Bolengue jusqu'à la fin fond de Mbandakade dans la commune de Wangata et les 2 écoles. École primaire Malembe située sur l'avenue de l'école, quartier Kongwasa, commune de Mbandaka, et l'école primaire Bonzenga située derrière le bâtiment de la commune de Wangata à Mbandakade. Les travaux de la construction était amorcé par MW Afritech et le financement du projet de développement urbain PDI de la Banque mondiale. La cérémonie de cette remise était présidée par le gouverneur de l'Équateur Bobo Boloko Bolumbu, entouré de membres de son gouvernement et autres officiels. Dans son mot, le patron de la ville de Mbandaka, Didier Dada Limama, le maire de la ville, a indiqué que sa ville a la chance parmi les 9 de la RDC qui ont bénéficié de ces projets, qui a déjà financé l'avenue Asayama, ainsi que récemment l'avenue Itela, et qui a une longueur de 2 km 560 mètres. Il a remercié ceux qui ont contribué de près ou de loin pour la réussite de ces ouvrages. Le maire de la ville de Mbandaka, Didier Dada Limama. Aujourd'hui, de voir que ma ville vient de bénéficier de l'avenue Itela et l'avenue Yassayama et des écoles modernes qui constituent une valeur ajoutée dans notre entité. Et grand merci à la Banque mondiale pour le soutien financier. À l'égard de notre ville, en particulier et à notre province en général, je demande par cette occasion à notre population de bien respecter les ouvrages mis à la disposition, car ceci coûte d'énormes sommes. Actualité vue par les autres. Aujourd'hui, Esther Badibi a attendu son micro à Ambroise Mamba, directeur des informations de Congo Web. Selon lui, l'actualité est dominée par le sit-in prévu vendredi par le mouvement citoyen Lucha et Filimbi pour exiger le départ de Vincent Katega, ambassadeur du Rwanda en République démocratique du Congo. Bon, sur le plan national, il y a 2 informations. La première, c'est d'abord ce sit-in organisé par les mouvements citoyens contre l'ambassadeur du Rwanda en RDC, M. Vincent Karega. M. Vincent Karega qui a tenu des propos qui a touché les Congolais par rapport au massacre des Kassika dans le sud Kivu.
Il a défendu son pays, le Rwanda, que le Rwanda n'était pas impliqué dans les massacres. Et pourtant, les mouvements citoyens sont convaincus que les Rwandais étaient impliqués dans les tueries de plus de 1000 personnes dans le territoire de Kasika. Et alors, ces mouvements citoyens ont organisé cette marche aujourd'hui qui, malheureusement, a été interdite par l'autorité provinciale. J'ai appris qu'on a arrêté les gens aujourd'hui par rapport à ça. J'estime qu'il fallait quand même laisser ces Congolais-là s'exprimer, parce qu'il semble qu'au Rwanda, lorsque vous niez le fait qu'il n'y a pas eu génocide rwandais, on vous tape tout de suite d'un cafard. Et lorsque au Congo aussi il y a des morts, il faut qu'on puisse avoir du respect pour ces morts qui sont tombés. Et l'ambassadeur du Rwanda en RDC ne pouvait pas tenir ce genre de propos. Et la deuxième actualité, c'est cette plainte qui a été déposée par le Centre de réflexion juridique des luttes contre l'impunité, qui a déposé une plainte contre Martin Fayoulou et Théodore Ngoy, parce que Martin Fayoulou, vous le savez, il a fait une déclaration à côté de l'ancien candidat à la présidentielle de 2018, qu'il va saisir le Parlement pour mettre en accusation le chef de l'État afin de le déchoir de la présidence de la République. Et ce centre de réflexion trouve que c'est une offense au chef de l'État et ils ont déposé une plainte contre Martin Fayoulou. Je ne sais pas. Une page rose dans ce journal. Maréchal et sa reine, une histoire d'amour qui aboutit au couronnement des annulaires du maréchal Tito, chroniqueur de musique à Antena, et sa reine Raïssa. Dans ce récit, José Moussangana remonte le temps pour vous raconter la jeunesse de cet amour, et c'est sur les images de Selim Bayab. Où doit-on se placer pour rencontrer son âme sœur? La réponse à cette question se trouve dans l'histoire d'un maréchal et sa reine. Alors qu'il s'est trouvé à Bayaka, dans la commune de Ngiringiri, cherchant une pièce pour son véhicule, il vit descendre d'une moto une belle créature aux allures d'une reine et aux jambes velues comme le plume d'un paon. Cette fleur, en quête de petites coupures pour servir le motard, a été surprise du fait qu'à son retour, ce dernier n'y était plus. Il a été déjà servi par le maréchal. C'est ainsi que commence ce lien fort qu'a eu pour témoin la mère de la mariée. Au-delà du frappe à l'œil, le comportement de la reine Raïssa a pu convaincre le maréchal Tito au point qu'ils se sont décidés de se dire oui devant les deux familles réunies pour cette noble cause, devant l'autorité de l'État, afin de légaliser leur statut devant Dieu en vue de bénéficier de cette institutionnalisation divine de la part du Seigneur. Ce qui justifie le couronnement de leur cheminement au centre Nganda, où l'on a mangé comme quatre et bu comme des Polonais et dansé sans se lasser. On ne peut que souhaiter à ce couple une bonne suite pour le reste de leur histoire. Nous leur souhaitons de vivre heureux et de faire beaucoup d'enfants. Parlons sport. Dans ce journal, le directeur technique national adjoint de la FECOFA, Médard Loussal Dissou Bassilois, est dans une longue interview accordée à la rédaction sportive d'Antena, revenu sur la vision de sa direction vis-à-vis du championnat et de la Lina Foot. Suivez un extrait de son intervention. Il est au micro de Patrick Borel-Mukendi et Rigo Moulobo. Bon, d'abord au niveau du championnat, et ce championnat sera un championnat particulier
parce que, comme vous le saviez, dans le monde entier connaît et vit sous dans le régime et le rythme de la Covid-19. C'est depuis 6 mois, on va dire, ou 5 mois que le joueur n'avait plus presté. Or, pour avoir des grandes équipes nationales, il faut un bon championnat. Pour avoir un bon championnat, il faut des grands joueurs et des grands entraîneurs, des grands clubs. Donc la première préoccupation, c'est celle-là. Et nous sommes avec les entraîneurs des équipes représentatives. Nous avions présenté au niveau de la direction technique nationale une note à très bientôt. Il a annoncé son retour. Donc après les formalités sanitaires, donc il va être de retour. Et nous aurons des précisions sur le calendrier de la préparation de l'équipe senior et avec le sélectionneur Miayo et le calendrier de la préparation de l'équipe du CHAN. Mesdames et messieurs, à présent, je vous invite à suivre le condensé de l'actualité africaine avec nos confrères de la VOA. Au Mali, au moins 10 soldats maliens ont été tués dans la nuit de jeudi à vendredi dans une embuscade dans la région de Guiré Centre, une zone proche de la frontière mauritanienne où sévissent des groupes djihadistes armés, a-t-on appris de sources sécuritaires et locales. La police congolaise a dispersé vendredi à Kinshasa un rassemblement de quelques centaines de manifestants qui réclamaient l'expulsion immédiate de l'ambassadeur du Rwanda en RDC. À l'origine de la manifestation, les mouvements citoyens Lucha et Filimbi qui demandaient également l'arrêt des menaces contre le prix Nobel de la paix congolais 2018, Denis Mukwege. Le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok a signé à Addis Abeba un accord séparé, actant la sécession des hostilités avec un groupe rebelle ayant refusé de se joindre à l'accord de paix paraphé lundi par 5 autres mouvements armés, a indiqué vendredi l'agence officielle SUNA. En Somalie, au moins 10 personnes ont été tuées et 6 autres blessées vendredi lors d'une reprise de combat entre Al-Shabaab et des résidents armés dans la région centrale de Moudoug, en Somalie, ont indiqué des témoins et des responsables. Et pour ceux qui ne se sont pas rendus dans les kiosques à journaux cet avant-midi, je vous invite à y faire un tour avec Patrick Poulidor Ngazami pour bien sûr relire ces journaux. Tshisekedi, l'Est s'empire, alerte Congo Nouveau dans sa livraison de ce vendredi 4 septembre 2020 pour interpeller le président de la République au sujet de la situation sécuritaire dans cette partie du pays. En effet, écrit-il, les chiffres de massacres depuis début janvier jusqu'à juin 2020 ont culminé. L'Est du pays a connu une situation sécuritaire pire qu'en 2019. L'ONU dénombre plus de 1000 Congolais massacrés pendant cette période. Plus de 4000 atteintes aux droits de l'homme enregistrées entre janvier et juin 2020. Un bilan pire que celui de 2019 dans la même période. Le tri-hebdomadaire évoque les cas des ADF et de la Codeco, 2 rébellions qui sèment la terreur et qui tuent presque chaque jour, sans oublier les menaces sur le docteur Mukwege qui n'est toujours pas sécurisé. Félix a encore fort à faire, conclut-il, puisque sur le plan sécuritaire, il n'a toujours pas de résultats satisfaisants. Pour Trifon Kinkie Moulumba, indique la prospérité, la priorité vers laquelle le chef de l'État doit se tourner en cette période post-Covid-19, c'est de réinventer un modèle de vie qui ne sera jamais comme avant la Covid-19. C'est reconstruire économiquement et socialement pour son bien et celui de son peuple. C'est la raison pour laquelle le président national du Parti pour l'Action invite la classe politique à faire bloc derrière Félix Tshisekedi. L'avenir revient sur le dossier de destitution de Félix Tshisekedi, que le tandem Martin Fayulu et Théodore Ngoy accusent de violation intentionnelle de la Constitution. Pour plusieurs cadres du FCC, écrit le quotidien, il n'y a pas de raison d'ouvrir la boîte à Pandore en s'attaquant au président de la République, et ce, d'autant plus que la vague provoquée par les ordonnances contestées appartient désormais au passé. Didier Boudimbu a transmis jeudi dernier à son arrivée à Roubaya, au Nord Kivu, un message de compassion du chef de l'État Félix Tshisekedi et du gouvernement aux parents des 2 écoliers tués le dernier jour de la passation du TENAFEP au centre du groupement Nyamaboko dans le territoire de Massissi.
Sa présence à Massissi constitue donc une preuve de la compassion à la douleur ressentie par les parents éplorés. Bonsoir. Nous sommes arrivés au terme de ce journal, mais juste avant de le clore complètement, le rappel de titres. Magasins et boutiques fermés cet avant-midi à Bunia. Les éléments de la milice Codeco ont fait leur entrée dans cette ville pour réclamer au gouvernement central leur prise en charge. Dans quelques jours, la rentrée parlementaire sera effective en RDC. La session de septembre est essentiellement budgétaire. Retour sur cette session de tous les enjeux. Gentini Gobilambaka a reçu la délégation de musiciens et la famille de Feu Radjakula. Objectif, préparatif, obsèque de l'homme aux 6600 danses, décédé il y a quelques semaines à Nairobi. Et c'est par ici que nous mettons terme à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous retrouverez Eric Izami dès 7h30 pour la première session. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir.